Chers amis, l'heure est grave. Je suis en compagnie de mon associé Robert le Tigre et nous vous présentons ce soir un épisode à chaud de notre réaction quant aux résultats du second tour de l'élection législative qui a eu lieu ce 7 juillet 2024. Des élections législatives, parce qu'on a élu plusieurs législateurs. Oui, tout à fait. Dont on se souviendra, car comme vous avez pu le voir, et comme vous le savez déjà, c'est donc le nouveau Front populaire qui arrive en tête en termes de nombre de sièges à l'Assemblée, loin devant le Rassemblement national qui avait pourtant fait l'objet de prédictions qui se sont avérées fausses. Et on se retrouve donc désormais avec une assemblée coupée en trois, avec un gros bloc rouge, un gros bloc jaune et un gros bloc bleu-brun. Et nous allons donc papoter de tout cela en mode un peu café du commerce avec ce brave Robert. Alors déjà Robert, comment vas-tu ? Bah écoute, moi je suis vraiment heureux. Je suis heureux, moi j'étais à fond derrière le nouveau Front populaire. Tu es masochiste ? Parce que je me suis baladé dans les rues de Paris et j'ai vu qu'il y a tout un tas de jolies filles. Sauf que moi le problème c'est que j'ai déjà une femme qui est magnifique et moi j'aurais bien aimé avoir d'autres femmes. Et puis en regardant le programme du nouveau Front populaire, j'ai vu que on allait établir des lois venues d'Orient qui me permettraient d'avoir plus de femmes. La charia blanche. Et donc j'étais vraiment très heureux. Bon, après j'ai été rattrapé par la réalité qu'un mariage ça coûte un bras. Donc en avoir déjà eu un, c'est assez douloureux pour le portefeuille et j'ai pas forcément les moyens d'en assurer deux ou trois de plus. C'est trop tard, t'aurais dû faire 4 d'un coup. Là, t'aurais pu mutualiser les coûts. Ah oui, bon après je te dis pas le bazar que ça aurait fait à la maison. Oui, certes. Une par jour. Alors, du coup, nous avions déjà fait un épisode sur les européennes qui était il y a très peu de temps, c'était il y a 1 mois. Même pas. Et donc, les programmes, on les connaît. Et le programme du nouveau Front populaire est assez calamiteux. Que va-t-il se passer désormais ? Que va faire ce brave Emmanuel Macron ? Va-t-il désigner en Premier ministre un représentant de la gauche ? On verra bien. Ou va-t-il plutôt conserver ce brave Attal ? Moi, je te propose quand même de faire un peu un retour sur ce qui s'est passé. Donc, nous, la dernière fois qu'on s'était laissé, on parlait des élections européennes. Et aux élections européennes qui ont eu lieu, en fait, on a une très large victoire du Rassemblement national qui a fait un truc comme 33 ou 34%, très loin devant le parti présidentiel qui était à 15%. Suivi par le PS à 14% et LFI à 9%, etc. Et il n'y avait pas d'union de gauche. Et il n'y avait pas d'union de gauche. Et suite à ce score, on a Emmanuel Macron qui a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, chose qui n'était pas attendue, tout simplement parce que c'est pas trop, ça fait pas vraiment partie des choses que Macron a tendance à faire et il nous a pas habitués à prendre ce genre de décision. Surtout qu'il avait nié toute dissolution. Il avait nié toute dissolution, mais surtout on avait l'habitude d'un Macron qui ne tenait pas compte des élections qu'il perdait et qui faisait comme si de rien n'était une fois l'élection passée. Qui tient pas compte du réel. Il a décidé tout simplement de dissoudre l'Assemblée nationale afin de permettre la composition d'un nouveau Parlement. L'idée qu'il avait derrière, d'après ce que dit la presse, c'était surtout de faire une élection qui gagnerait dans la foulée pour expliquer que c'était encore lui le patron. On va pouvoir discuter ce soir de si c'est réussi ou pas. Donc ça a totalement éclipsé ces européennes. Ça a permis aux Français de s'exprimer dans des élections législatives qui ont été historiques par le score de participation. Je crois qu'on parle d'un truc comme 70% de taux de participation. Et on avait le RN qui partait largement, très largement même, favori dans ces élections. Et qu'en est-il en termes de score, mon cher Maurice ? Du coup, il n'a pas atteint les scores attendus. On a vécu une semaine assez lunaire quand même, où on est passé
de scores très élevés aux européennes, ensuite un premier tour honorable au niveau de la droite. Et après, entre le premier et le second tour, là, raz-de-marée de presse, de faits divers pour pointer du doigt l'horreur, le fascisme que serait une France dirigée par l'extrême droite. Ils en ont fait des caisses. Et surtout, je sens que surtout chez la jeunesse et chez une part de la population, cette crainte de voir l'extrême droite au pouvoir a déjà conduit à des taux de participation records et donc à une forte mobilisation et à cette union des forces du nouveau Front populaire qui a porté ses fruits vu que désormais ils sont premiers. Le nouveau Front populaire, pour ceux qui ne sauraient pas, qui est l'union de différents partis de gauche, donc la LFI et le PS, qui sont des partis qui peuvent pas se blairer. Et les écologistes aussi. En temps normal. Et les écolos et c'est LFI qui a le plus au sein du nouveau Front populaire, c'est eux qui ont le plus de sièges. Ouais, mais la surprise, c'est que le PS aurait à peu près, en termes d'ordre de grandeur, à peu près autant de sièges que LFI. Là où on s'attendait à ce qu'il soit totalement éclipsé. Est-ce que le PS ça fait plus qu'LR? Oui. Et alors, de ce que j'ai vu, il faisait au moins un truc comme 68. C'était la nuit des morts vivants. On nous a ressorti tous les... Après, LR, si on compte les LR, RN, ça doit être kiff-kiff. Mais alors, qu'est-ce qui rendait ce scrutin un peu imprévisible? C'est que, contrairement aux élections européennes où on a affaire à un mode d'élection à la proportionnelle, où il y a un scrutin national et en fonction des pourcentages faits par chaque liste, eh bien on répartit un nombre de parlementaires. Eh bien on a un scrutin très bizarre en France, un scrutin uninominal à 2 tours, dans lequel on va par circonscription avoir des candidats. Ces candidats vont passer un premier tour où ils vont être élus ou non à la majorité, et puis un deuxième tour dans lequel les candidats qui n'auront pas été élus dès le premier tour, mais qui auraient au moins 12% des inscrits qui auraient voté pour eux, eh bien seront présents au second tour, et ça donne une élection finale qui se fait en 2 contre 2 ou en 1 contre 1 ou en 1 contre 1 contre 1, c'est-à-dire en triangulaire. Et donc on sait jamais, par exemple dans une triangulaire, ce qui va se passer, s'il y a un désistement, l'électorat du candidat désisté, pour qui il va voter, etc. Et c'est un système un peu bizarre. Il n'y a pas beaucoup de pays comme la France qui ont ce mode d'élection des députés. Je crois qu'il y a le Pakistan. Mais en Angleterre, ils ont pas ça, par exemple. Eux, ils ont un système, je crois, de scrutin uninominal à 1 tour. Donc en fait, c'est la liste qui fait le mieux au niveau de la circonscription dès le premier tour qui remporte le député. En Allemagne, je sais pas comment c'est, ça doit être du uninominal à 1 ou 2 tours, plus de la proportionnelle. Et en Italie, par exemple, c'est de la proportionnelle. Et donc, en fait, on sait jamais vraiment ce que ça va donner dans la circonscription. Il peut y avoir beaucoup de retournements de situation. Ça permet des manœuvres de barrage purement politiciennes et qui conduisent à des résultats comme celui de ce soir. Alors, j'ai vu rapidement un peu la tronche de certains des députés qui ont été élus à gauche. Donc, on se retrouve à nouveau avec ce brave Louis Boyard, qui revient pour nous gracier de sa douce bedaine. Nous avons aussi cette fois un fichier S à l'Assemblée. Attends, il est passé le... Oui, il est passé. Alors, pour le contexte, on a un gars qui s'appelle Raphaël Arnaud, qui est le chef d'une milice Antifa. Donc en fait, autant Louis Boyard, on peut plaisanter, voilà, il est grassouillet, mais bon, il est sympathique avec sa petite tête. Autant Raphaël Arnaud, c'est vraiment un voyou, c'est un gars qui a commis des actes de vandalisme et des actes de violence, agressions, et qui a été investi par cette coalition. Autant voilà, il y a des moqueries ça et là vis-à-vis de certains députés, certains candidats qui peuvent être un peu excentriques. Je sais pas, quand on a une femme de ménage qui devient députée, soit c'est bravo à elle. Alors là, par contre, ça c'est un voyou et moi je trouve ça très choquant. Ouais, ça c'est scandaleux. Je sais pas si tu l'as déjà entendu parler, ce gars. En plus, il sait même pas s'exprimer en français. Et enfin, avec
Enfin, c'est catastrophique. Comment on peut se dire en France? Enfin, j'ai l'impression d'être, tu sais, dans la révolution bolchevique où t'avais, je sais pas combien de canailles qui ont pris le pouvoir du jour au lendemain. Et là, on se retrouve surtout avec un programme, mais qui est lunaire. Enfin, c'est un peu le phénomène. Enfin, ça, on va se retrouver dans le phénomène lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir en France, où par crainte des représailles communistes, t'as plein de gens qui sont barrés à l'étranger. J'avais lu un bouquin dans lequel, en fait, dans ces années-là, il retranscrivait le fait qu'à New York, t'avais eu une masse de Français, enfin souvent des Français aisés, qui s'étaient réfugiés aux États-Unis de crainte de ne se faire liquider ou saisir tous leurs avoirs. Je pense que, bon, là, on n'est pas dans un scénario aussi extrême parce que c'est quand même l'Assemblée, ils ont certes une majorité, mais enfin, il y a derrière le Sénat, ok, qui, lui, n'a pas été dissous et qui est un vrai contre-pouvoir qui aujourd'hui est dirigé principalement par LR. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que alors on a le nouveau Front populaire qui a un gros tiers des députés. On a la majorité présidentielle qui aurait un tiers un peu plus petit. On aurait le RN qui aurait environ un quart des députés. Et en fait, on se retrouve dans une configuration, on a 3 blocs. On a un bloc qui est radicalement à droite, qui est le Rassemblement national, et qui, au vu de son nombre de députés, ne risque pas de faire un gouvernement, même en faisant des alliances. On a un groupe très à gauche, qui est le nouveau Front populaire, qui serait pas en mesure non plus de faire un gouvernement, parce qu'ils auraient contre eux le centre et la droite. Il y en a au milieu le groupe de la majorité présidentielle, amoindri, mais qui est peut-être en fait le seul qui est capable aujourd'hui de bâtir un gouvernement, parce que, mine de rien, moi ce que je vois, c'est qu'il pourrait s'allier avec les Républicains, et qu'il y a une partie du nouveau Front populaire, qui est de la gauche modérée, hein, à savoir le Parti socialiste, et même peut-être une partie d'Europe Écologie Les Verts, qui serait capable de s'entendre avec eux. Et donc ce que je trouve très intéressant dans la configuration qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va être obligé, pour avoir un gouvernement, d'avoir de la coalition. Et que la coalition qui arrivera au pouvoir sera obligée de s'entendre avec un parti qui est peut-être énigmatique à l'échelle de l'Assemblée nationale, qui est les Républicains, mais qui l'est pas du tout à l'échelle du Sénat. Et mine de rien, moi je trouve que c'est une configuration qui est assez inhabituelle par rapport à ce dont on a l'habitude, c'est-à-dire un président qui décide tout de manière assez verticale, et ça pourrait amener à des habitudes politiques assez différentes. Si on commence à avoir des compromis et de la négociation au Parlement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors oui, ça dépend aussi de la longévité de cette union à gauche. Est-ce que parce que en 2022, ils avaient quand même fait une union semblable qui n'a pas duré longtemps. Au bout d'un mois ou deux, il y avait plus de NUPES. Ils se sont tous déchirés, et morcelés. Est-ce que ça sera aussi le cas aujourd'hui, vu que surtout, comme tu le disais, le PS a plus de sièges que prévu? À voir. À voir aussi de quel côté penchera la balance pour le centre, donc le parti présidentiel. Est-ce qu'ils s'allieront plus au PS? Est-ce qu'ils s'allieront plus à LR? Bon, on sait bien que de toute façon, ils s'allieront jamais au RN. Même les LR, ça me semble compliqué. Même la dissidence Ciotti, je pense pas que ça dure. En revanche, peu importe les résultats, la situation n'est pas joyeuse parce que ça soit majorité RN, que ce soit une majorité de gauche, il y a cette instabilité politique quand même qui s'installe. C'est un peu le ressenti que j'ai, je sais pas ce que tu en penses, mais on a l'impression qu'en fait on s'avance vers une sorte de fatalité qui consistera à cette implosion politique avec d'un côté un président qui a perdu ses moyens, qui est de plus en plus isolé, et de l'autre cette polarisation entre une extrême gauche ultra-violente et cette extrême droite qui n'arrive pas à se défaire de son image héritée de l'ancien Front National. Et de toute façon, on verra bien demain quand la bourse va
à l'ouverture de la bourse que nous diront les marchés de leur ressenti à eux. Et surtout, je lisais, j'ai vu un tweet qui est passé en mode est-ce que le FMI va nous tomber dessus en octobre ou en septembre? Ça, c'est la vraie question. Ouais, alors, moi, ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est quand tu regardes le score de cette élection, il ressemble quand même vachement au résultat qu'on aurait eu si l'élection avait été faite à la proportionnelle stricte. Alors, on n'a pas un RN à 33%, on a une gauche qui est un peu gonflée, mais malgré tout, on est quand même sur des ordres de grandeur qui sont assez proches de ce que donnent les intentions de vote à l'échelon national. Et en fait, ça nous donne, même si on n'a pas le même scrutin, le même mode de scrutin que nos voisins dans les faits, le genre de résultat un peu, enfin très similaire à ce qui se fait chez nos voisins. Et chez nos voisins, on n'a pas des pays ingouvernables et ingouvernés pour autant. On a des parlements qui sont toujours très morcelés, mais on n'a pas des manifestations dans les rues, on n'a pas le chaos permanent. Et donc même si voilà, on est habitué à des scènes de violence en France ou à du chaos institutionnel, moi je suis pas sûr que les résultats qu'on a aujourd'hui présagent forcément des mauvaises choses en France, et ça va peut-être être l'occasion de voir émerger des nouvelles façons de faire. Et après, bon, comme tu disais, la gauche, ils sont vraiment pas unis entre eux. Tu prends le nouveau Front Populaire, t'as LFI, particulièrement le clan Mélenchon, qui fait peur à tout le monde. Et à mon avis, à la première occasion, le PS trouvera le moyen de s'allier au centre pour faire sa petite tambouille habituelle. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, qu'il y ait des alliances qui soient faites comme ça et qui semblent inhabituelles. Ça forcera sans doute à faire passer des textes de loi qui seront plus consensuels et qui seront mieux travaillés et plus conformes à ce qu'attendent les Français. Oui, alors moi mon pessimisme tenait plus au fait que malheureusement, ce qui nous intéresse à nous au régime des actifs, c'est des mesures qui aillent dans notre sens, c'est-à-dire notamment un peu plus de libéralisme dans ce pays. Et pour l'instant, c'est pas ce vers quoi on se dirige. Franchement, moi je pense que le libéralisme, ça consiste en plusieurs choses. Alors il y a bien sûr le libéralisme dans l'économie qui vient du fait, par exemple, qu'on ait moins de régulation et moins d'impôts. Mais il y a aussi le libéralisme politique. Et le libéralisme politique, c'est le fait que les minorités politiques ne soient pas négligées. Et si on se retrouve dans une configuration où tous les textes de loi sont passés par compromis, donc on ait le centre qui gouverne et qui soit obligé un coup de s'allier à la droite, un coup de s'allier à la gauche pour faire passer ces textes de loi, eh bien ça peut être assez positif parce que ça permet à chaque camp d'avoir ses revendications qui sont écoutées. Après ça, c'est la théorie. On a bien vu ce qui s'est passé lors des 10 derniers mois. À chaque fois qu'on a la majorité présidentielle qui a noué des compromis, par exemple avec LR pour faire passer des textes de loi, eh bien tous les amendements du compromis ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, ce qui a fait qu'au final un des textes sont passés comme s'il n'y avait eu aucun compromis. Et donc effectivement, moi je pense que ça pourrait être le bordel, et que la mesure qu'on peut attendre de compromis, et que moi j'aimerais beaucoup voir, elle sera pas forcément au rendez-vous, et que les réformes nécessaires qu'on aimerait avoir, donc à savoir une fiscalité qui soit plus adaptée, peut-être des meilleures réformes des retraites, un changement dans l'appréhension des services publics, eh bien tant qu'on aura le verrou du Conseil constitutionnel et tant qu'on aura un président qui en fait qu'à sa tête, eh bien ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, et il y a aussi ce reflet, parce que tu as certes les résultats purement politiques de cette élection, mais c'est quand même le reflet au niveau de la société civile, un peu de la cristallisation d'une image de la France qui est quand même coupée en trois.
Donc cette gauche d'un côté, ce RN de l'autre, et au milieu un centre qui mélange les anciens partis et la majorité présidentielle. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'on a en quelque sorte américanisé la politique avec ces deux extrêmes qui prennent de plus en plus de place. Moi, je l'ai ressenti aussi au niveau de certaines connaissances au cours de cette semaine assez historique. Il faut voir à quel point les gens étaient tout à fait tétanisés à l'idée de voir l'extrême droite au pouvoir. Moi, j'ai eu des discussions avec des amis qui ont évidemment voté au Nouveau Front Populaire. Et c'était absolument inconcevable pour eux de se dire qu'en fin de compte, tu vois, en Italie, par exemple, tu as une Giorgia Meloni qui est quand même au pouvoir depuis 2 ans, qui est quand même 3 fois plus énervée d'un point de vue d'extrémisme que la Le Pen en termes d'idées d'extrême droite. Quand elle était jeune, elle tenait des propos où elle encensait Mussolini, ce genre de choses. Et pourtant, les Italiens, ils se portent pas, ils sont pas en hyper bonne forme, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas devenu un pays voyou, belliqueux, qui persécuterait des minorités. Alors, je dis pas que je me serais réjoui de voir le RN au pouvoir, mais tout ça pour dire que il y a quand même cette absence totale pas d'intelligence, mais de recul que les gens ont vis-à-vis de ça. Et que je déteste voir les gens partir dans des postures avec ces manifestations qu'on a pu voir à République, où tu as toute une foule qui scande des poncifs, à traiter les gens de nazis de façon très caricaturale. Et je pense pas que ça va s'améliorer. Ouais, moi ce que je trouve assez dommage, d'ailleurs j'en parlais avec ma femme aujourd'hui et que je trouve très frustrant, c'est que la plupart des gens qu'on connaît sont des gens qui sont gentils, des gens qui sont humainement agréables, qui sont serviables, et on a tous nos défauts et nos qualités, mais la plupart des gens sont pas des gens méchants. Mais lorsqu'il s'agit de la politique, les gens passent un peu en pilote automatique et ils sont rapidement incapables de faire preuve d'empathie vis-à-vis du camp d'en face. Alors bien sûr, on a vu avec le Nouveau Front Populaire où on a une forme d'amalgame qui a été fait entre différents camps et on réduit les gens du Nouveau Front Populaire à des terroristes ou à des antisémites, des mangeurs de juifs ou je ne sais quoi. Mais c'est encore plus visible vis-à-vis de l'électorat du Rassemblement national. Les gens qui votent RN sont désignés vraiment comme étant presque en dehors de l'humanité, tu vois. Et c'est dommage que dans un pays où on est quand même chacun confronté à des problématiques qui sont proches, d'être incapable de faire l'effort d'empathie, de comprendre que des gens qui pensent pas comme nous et qui votent pas comme nous peuvent avoir des raisons qui expliquent leur vote, autre que c'est des gros débiles. Vous êtes mis hors humanité. Et pour qu'un pays puisse fonctionner, il faut aussi qu'il y ait quand même un minimum de cohésion. Il faut qu'il y ait une capacité à dialoguer, une capacité à s'entendre. Et moi, quand je vois que des gens sont mis hors humanité, alors ça se voit avec la diabolisation du RN, mais on commence à voir la même chose avec les gens qui vantent la FI. Moi, je trouve ça vraiment frustrant et dommage. Oui, surtout il y a cette dichotomie ville-campagne qui se fait de plus en plus ressentir. Et il y a un peu un mépris entre les deux. Avec ces mêmes gens avec qui je discutais, ils parlaient des gens du Nord qui ont massivement voté RN et il les désignait vraiment comme des débiles en disant ces gens-là sont manipulés par les médias, ils pensent que
en votant Bardella, ils vont devenir riches du jour au lendemain, alors que je pense que c'est peut-être un peu plus profond que ça. Donc oui, et pareil, c'est assez frustrant et même un peu triste de se dire qu'en fin de compte, il y aura peut-être jamais de France réconciliée. Et ça retranche ce que je te disais tout à l'heure vis-à-vis du certain pessimisme que j'ai quant à l'avenir. Alors moi, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais en termes de polarisation. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le vote, ou plutôt les intentions de vote qu'on a vues en fonction de la classe socio-professionnelle. Et on voit qu'il y a quand même une très grosse division. Oisif contre actif. Peut-être pas exactement, mais si tu prends par exemple le Front Populaire, c'est typiquement le parti des jeunes, enfin des étudiants, des profs, des saltimbanques. Et si tu prends le RN, c'est le parti des actifs pauvres, donc les ouvriers, les petits entrepreneurs, etc. Et si tu prends le bloc central, ça va être à la fois des retraités et des actifs un peu plus aisés, des cadres, etc. Et en fait, on voit vraiment trois France, quoi. Trois sociologies totalement différentes et irréconciliables. Ouais. Quand la semaine dernière, je suis allé chez le médecin et il se trouvait pas loin de la place de la République. Et du coup, je suis passé à vélo où se tenait une manifestation du nouveau Front Populaire. je pense que à moi tout seul, je vais gagner plus que tous les gens réunis. Non, j'exagère parce qu'il y a quand même des milliers de personnes. Mais en tout cas, ils avaient tous un profil de gros chômeurs et c'était des clichés ambulants. Ouais, bah... Après, voilà, on a tous nos parcours de vie, etc. Je dois avouer qu'à titre personnel, j'ai plus d'empathie pour l'étudiant qui vote nouveau Front Populaire parce que tout simplement il a pas d'expérience de vie, il a pas de thunes, que pour le prof ou le saltimbanque. Que pour le boomer qui vote Macron. Qui vit déjà sur mon argent et qui vote pour qu'on me prenne encore plus de fric. Ouais. Après voilà, moi je pense malgré tout que ce qui va sortir de ces élections, c'est un peu comme toi tu disais, une forme d'immobilisme. Et je pense que l'immobilisme il viendra pas du Parlement, parce que je pense que malgré tout les parlementaires ils peuvent s'entendre. Ils peuvent s'entendre. On peut avoir un compromis un jour, un autre jour. Le problème pour moi il viendra du président et du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qui bloque en fait toute initiative parlementaire. C'est peut-être une mauvaise chose pour la politique, mais est-ce que c'est une mauvaise chose pour les marchés ? Ah bah, on verra bien ce que nous dira le marché demain. Deux scénarios. Il y a le scénario où les marchés estimeront qu'une gauche forte est une grosse menace car elle aura tendance à vouloir augmenter la pression fiscale, à ajouter au millefeuille législatif des règles, je sais pas moi, pour contraindre soit la taxation des super profits, soit d'interdire certaines activités, des activités jugées polluantes ou autres. Et dans ce cas, on aura un petit décrochage, ou au contraire, on aura des marchés qui prendront le revers de la médaille en disant qu'un RN déconfit est une menace fasciste en moins et qui augmentera un peu plus. Ouais, moi je vois trois scénarios. Alors bon, un scénario qu'on peut écarter qui était le scénario du RN au pouvoir et qui à mon avis aurait donné un truc du genre le RN crée sur le tas un programme économique qui nous fait une forme de Giorgia Meloni et qui devient un parti plutôt pro-business, auquel cas pas trop d'impact sur les marchés. Un scénario qui pour moi est le plus probable, qui est Macron qui arrive à négocier une forme d'alliance avec une partie de la gauche et une partie de la droite. Donc on revient un peu sur nos pattes à ce qu'était la France avant la dissolution. Auquel cas les marchés sont plutôt contents. Et après un scénario qui me semble
moins probable, mais qui est quand même fortement probable, qui est le cas de la gauche à la tête du gouvernement, auquel cas ça va fortement inquiéter les marchés. Mais malgré tout, hein, on sait comment ça se passe, hein, quand on arrive à la tête d'un pays, on peut pas tout faire, on se retrouve face à des difficultés et on peut pas jouer avec de l'argent qu'on n'a pas. Auquel cas, on met souvent de l'eau dans son vin. Ou on prend celui des autres. Je pense que par contre, ça risque quand même d'impacter les marchés. Mais malgré tout, si vous avez suivi les conseils par exemple de Charles Gave, dont on parlait l'autre jour et dont on présentait le portefeuille, et que vous avez des entreprises dont le chiffre d'affaires est très peu exposé en France et très internationalisé, ces baisses sont peut-être des grosses opportunités d'achat. Et toi, mon cher Maurice, est-ce que tu as profité de la baisse du CAC pour acheter ? C'est prévu. S'il baisse, c'est prévu. Je pense que je mettrai une pièce certainement sur Air Liquide ou d'autres entreprises françaises, mais qui font leur chiffre d'affaires à l'étranger. Ouais, c'est précisément ce que moi j'ai fait. En tout cas, je pense que ce score va être l'occasion de mettre quelques billes. Soldes. Mais bon, hein, pas de conseil en investissement. C'est les soldes. Flash. C'est les soldes de juillet. Les soldes d'été. Très bien. Alors, moi, j'aimerais quand même, avant de conclure, te proposer une note positive qui a été proposée par notre ami le thé. Le thé nous disait aujourd'hui que la solution ne sera pas politique. Qu'est-ce que t'en penses ? On sent que le thé est un auditeur fidèle du régime des actifs, car il a en quelque sorte retranscrit ce qu'on martèle depuis toujours, qui est que le meilleur investissement est celui sur soi-même, et que finalement il faut peut-être avoir un peu de recul et prendre de la hauteur vis-à-vis de ces conditions basses que sont la politique, et se dire qu'en fin de compte, peu importe le résultat, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on fait de nos vies, comment on gère nos relations, notre travail, notre épargne, et faire avec les moyens du bord. It is what it is, comme disent les anglo-saxons. Et donc, ça sert à rien de chouiner parce que la gauche a gagné. Et les solutions seront à une échelle individuelle. Réseauter, créer son entreprise. Si vous avez les moyens, si vous voulez vivre à l'étranger, tant mieux. Donc oui, le thé a parfaitement dit ce qu'il fallait dire. Malgré tout, voilà, vous êtes la personne qui a le plus de levier sur votre propre vie. Ce qui compte dans la vie, c'est pas la politique. La politique peut avoir de l'impact sur vous, mais vous avez peu d'impact sur la politique. Par contre, c'est vous qui choisissez quel sera votre conjoint, c'est vous qui choisissez d'avoir des enfants ou pas, c'est vous qui décidez où est-ce que vous mettez votre argent, c'est vous qui décidez de changer de boulot ou pas. Et voilà, et c'est ça qui compte. Et rien ne vous empêche aussi de prêcher la bonne parole autour de vous. Si vous avez une vie saine et que vous êtes un exemple et que vous permettez d'inspirer les gens autour de vous, qui sait, peut-être que demain, on aura toujours une France divisée en trois, mais peut-être que notre gauche sera à l'image de la gauche anglaise. Une gauche libérale. Baisser les impôts. Une gauche libérale. Gauche libérale. Ouais. Sache, mon cher Robert, que si je n'étais pas tant occupé tel un éternel Sisyphe qui pousse son rocher en haut d'une montagne, et pour ma part qui gaspille ses étés à essayer de passer le concours d'entrée à l'école du barreau, j'aurais peut-être tenté une candidature lors de la dissolution, si j'avais eu le temps. Et j'aurais créé une liste régime des actifs. Ah mais figure-toi que moi aussi j'y pensais. Je pense que le slogan serait assez simple. C'est très très simple. Passer c'est bien, l'avenir c'est mieux. Le passé c'est bien, l'avenir c'est mieux. Et en plus on mettrait sur notre programme, tu vois, on aura notre petit programme avec nos mesures phares, suppression de tel et tel impôt, et on mettrait un parti par ceux qui bossent, pour ceux qui bossent. Exactement.
Et bah écoute, peut-être qu'il y aura une deuxième dissolution, on se reposera sérieusement la question. Et en plus, nous, on a d'excellentes qualités de communication. Je pense qu'on aurait fait d'excellents clips de nous dans des voitures décapotables accompagnés d'une ribambelle de pin-up. Et on aurait su attirer les lecteurs d'une façon certaine. Mais retrouvons-nous dans un an à la prochaine dissolution. On fera des clips entourés de demoiselles. On aura Rima Hassan dans notre décapotable. Et on fera des feats avec Louis Boyard et peut-être même Jourdain Bourdelou. Jourdain Bourdelou. Très bien. Alors d'ici là, nous vous rappelons évidemment que comme on vient de le dire, le passé c'est bien. Et l'avenir, c'est mieux. Nous vous invitons à écouter les derniers épisodes du Régime Actif. Nous avons un épisode dans les tiroirs qui sortira après celui-ci. Et nous vous embrassons très fort. Petit épisode de foire aux questions. Et surtout, n'hésitez pas, partagez l'épisode. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit pouce bleu. Si vous êtes sur Spotify, répondez à la question dans le sondage. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages directement sur Twitter. Gros chèque, ça nous fait toujours très plaisir. Notre campagne. Voilà, c'est ça. On vous enverra peut-être les nus de Maurice en message sur privé. mon OnlyFans. Allez, gros bisous. Gros bisous.